Alors, pour la suite, donc tout ceci, vous avez bien vu de par vous-même. Alors, la ligne palier de ligne d'arbre ou ligne d'arbre, c'est là où on va déposer notre vilebrequin. Vous voyez à ces différents endroits-ci que nous allons déposer notre vilebrequin. Alors, évidemment, on voit ici une machine où on a les chapeaux ici qui viennent pour fixer vraiment le vilebrequin sur le carter. On va voir qu'il y a différentes architectures. Soit on travaille avec des chapeaux comme ceci, soit on travaille avec des carters semelles. C'est plus rigide un carter semelle. On va le voir un petit peu plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un dernier usinage qu'on va faire sur le bloc. En fait, on va mettre les chapeaux et on va passer un gros outil qui va traverser le tout et qui va permettre d'avoir une ligne d'arc qui est parfaitement alignée. Le but, c'est vraiment d'avoir la ligne d'arc parfaitement alignée. En fait, par construction, euh, une fois qu'on va avoir le bloc, en fait, pourquoi est-ce que ce ne serait pas aligné? Tout simplement parce que le bloc a été coulé certainement, et lors du refroidissement, on a le bloc qui s'est un petit peu tordu peut-être, qui a un petit peu travaillé, et on n'est pas parfaitement aligné. Et en plus, c'est pas usiné ici à la base. Donc il faut l'usiner. Et autant l'usiner avec un gros outil qui va nous permettre d'aligner vraiment tous les paliers. Et donc, on pourra recevoir les tourillons de notre vilebrequin de manière à avoir un vilebrequin qui est parfaitement aligné. Ici, on voit une autre architecture, enfin, c'est toujours le même principe. On a donc les emplacements, les paliers pour le vilebrequin, avec ici un petit canal pour la lubrification. N'oublions pas qu'on va venir mettre des petits coussinets ici, hein, pour avoir une pièce d'usure intermédiaire entre le bloc et le vilebrequin. Ici, on voit le palier, donc le chapeau du palier, et on voit qu'il est fixé directement par cette grande vis-ci. Ce sont des vis qui sont un petit peu élastiques en général et qu'on doit serrer à un couple bien précis. Il y a un couple de serrage qui est préconisé par le constructeur. Alors ici, il n'était pas content apparemment de la rigidité du bloc. Ils ont voulu augmenter la rigidité du bloc, qu'il soit plus solide, parce que c'est certainement un moteur qui va développer un petit peu plus de couple. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé des paliers, on voit ici en orange, les chapeaux, et sur les chapeaux, on va venir déposer un carter supplémentaire en rouge ici, qui va traverser tout le chapeau et venir se fixer carrément dans le bloc, mais qui va aussi se visser sur le chapeau lui-même ici, et là également. Donc ça fait une rigidité supplémentaire, ça va nous permettre d'avoir un bloc qui est parfaitement rigide et qui ne va pas se déformer lors des contraintes, lorsqu'on va fortement solliciter le moteur. Et on voit ici donc la complexité du truc, du justement, où on va avoir ici les chapeaux avec donc le trou central pour la vis qui est ici et deux vis de chaque côté, mais on n'a pas sur cette image-ci à gauche, on ne voit pas la pièce rouge qui est là et qui va venir vraiment fermer le tout et permettre de rigidifier encore plus notre moteur. Alors ici à droite, vous voyez un carter semelle. Carter semelle, en fait là on voit le coussinet et en fait les paliers, c'est tout ce gros truc-ci. Donc c'est toute la semelle qui est un gros, enfin qui est un assemblage de tous les chapeaux et on va fixer cette grosse semelle hop, sur le bloc et le vilebrequin va être super maintenu contre le bloc et on va avoir une rigidité qui va être très très élevée. Alors c'est bien d'avoir de la rigidité, mais parfois trop de rigidité n'est pas bon non plus.
on aime bien quand même que les pièces, elles travaillent, elles se déforment un petit peu pour amortir un petit peu les vibrations. Alors, sur des moteurs de compétition, parfois, enfin souvent même, on va chercher la rigidité à l'extrême. Parfois, on a été un petit peu trop loin, on se rend compte que le moteur s'use parce qu'il est trop rigide, il admet pas assez, il faudrait qu'il se déforme un tout petit peu. Mais surtout, dans les véhicules, traditionnels, là, on veut de la rigidité, mais trop de rigidité, on va vraiment user le moteur trop rapidement et donc c'est bien que le moteur travaille un petit peu, se déforme un peu, absorbe les vibrations parce que les vibrations en mécanique, c'est jamais quelque chose d'intéressant. Et à gauche, vous avez un carter tunnel, enfin c'est, je ne sais même plus comment on appelle ça. C'est très très rare, oui, c'est un carter tunnel. Donc c'est quelque chose de très très rare où on n'a même pas de chapeau. En fait, ici, on a un vilebrequin qui va venir se fixer là à l'intérieur et qu'on va faire passer dans le grand trou qui est là. C'est assez spécial. On ne voit quasiment plus ce genre d'architecture. Donc ici, les blocs cylindres en aluminium ont évidemment le même coefficient de dilatation que les pistons, on l'a vu. Mais le vilebrequin n'est jamais en alliage d'aluminium, hein. Toujours en acier ou en fonte nodulaire. Si bien que les dilatations différentielles se retrouvent entre les tourillons et leurs paliers. Les manetons aussi, entre la bielle, on pourrait dire, mais non, puisque la bielle est déjà en fonte et le bloc est en fonte aussi, ou en acier. Ils ont un coefficient de dilatation qui est très proche. Par contre, au niveau de la fixation du vilebrequin sur le bloc, là, on a des variations qui sont un peu plus importantes. Donc le jeu augmente à chaud, ça veut dire que notre bloc moteur, ben, il va se dilater plus que le vilebrequin. L'aluminium se dilate plus que le vilebrequin. Ça induit un épanchement d'huile d'autant plus grand que le moteur est chaud. Ça cause une baisse de pression d'huile qu'il faut compenser en augmentant le débit de la pompe. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir un bloc en alu. C'est on va dire, quasiment le seul gros inconvénient qu'on va avoir, c'est que le vilebrequin ne va pas se dilater aussi fort que le bloc et donc le vilebrequin ne sera pas bien fixé dans ses paliers. On va avoir un petit peu l'huile qui va sortir sur les côtés et donc on pourra avoir un problème d'étanchéité. Pour éviter cet inconvénient, les carters semelles en aluminium peuvent comporter des inserts de paliers en fonte intégrés à la coulée. Alors ça veut dire en fait que ici, on va placer des inserts en fonte pour obliger notre, notre bloc éventuellement, notre carter semelle de se dilater très peu parce qu'à l'intérieur, il y aura des inserts en fonte. Mais rappelons quand même une chose très importante avec les ancêtres, quand on démarre, on a des pistons en alu, des blocs en fonte ou des blocs en aluminium mais avec des chemises en fonte et il n'y a rien à faire quand on démarre à froid, ça ratatouille. Ça tourne pas bien. Le fait d'avoir des pistons en alu, un bloc et donc un cylindre en alu, ça va nous permettre d'avoir très peu de gaz de soufflage. Ça va nous permettre d'avoir une très bonne étanchéité, même quand le moteur est froid. Et ça change tout. Vous n'avez pas connu ces véhicules-là. Moi, quand j'avais ma 205, je démarrais le matin, j'avais pas de puissance, j'avais rien du tout. Et ça ratatouillait et j'avais vraiment pas d'énergie. Et une fois que le moteur avait pris sa température, après 4-5 km, là, à ce moment-là, je sentais que le moteur était beaucoup plus vivant. Il réagissait beaucoup plus.
parce qu'en fait, j'avais un bloc en alu, des chemises en fonte et des pistons en alu. Et donc, à froid, le piston, il était tout petit dans son cylindre. J'avais une fuite très importante, donc du dessus du piston vers le bas du piston. Les gaz brûlés, en fait, lors de l'explosion, passaient entre le piston et le cylindre, et ça ne donnait pas toute la puissance que ça aurait pu donner. Donc mon huile devenait plus crasseuse, perdait en qualité assez rapidement à cause de ces démarrages à froid. Et en plus, à froid, j'avais pas de puissance, j'avais pas d'énergie, rien du tout. Ça, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Alors les carters des moteurs à cylindre opposé, alors c'est un petit peu plus, enfin, plus complexe, quoi, surtout au niveau du montage des pistons et de la bielle. En fait, chez Subaru, on doit placer la bielle sur le vilebrequin et puis on fait descendre le piston et ici, on ne le voit pas sur cette image-ci, mais ici, il y a un trou pour y faire passer l'axe du piston et pour pouvoir fixer le piston sur la bielle. Donc ça, c'est spécifique aussi. Mais je crois que du coup, ça se fait ici, en fait. Les trous qui sont là, c'est pour fixer l'axe du piston sur la bielle. Donc ça nous permet d'avoir accès et de pouvoir monter le moteur, parce que le montage d'un moteur à plat est plus complexe qu'un moteur en ligne. Donc sinon, on voit ici que le carter, c'est toute la partie noire et la partie plus claire ici, c'est tout simplement le palier qui vient se fixer dessus. Alors ça, c'est un moteur de chez Subaru. Je vais vous mettre une petite vidéo comme ça, vous verrez un petit peu le montage. Elle est assez longue, mais vous verrez le montage d'un moteur de chez Subaru. Alors ici, on a un moteur de chez Porsche. On a vraiment en fait un 3 cylindres d'un côté, un 3 cylindres de l'autre. Et on a ici la partie qui va venir se fixer sur le bloc et qui va permettre au vilebrequin de se fixer aussi à l'intérieur de notre bloc. Donc c'est un peu plus complexe également et on voit que ça coûte un petit peu plus cher à la fabrication, à la conception. Mais bon voilà, ici on a un 6 à plat, tout en sachant qu'un 6 à plat, c'est pas une bonne idée quand même au niveau de l'explosion, hein, puisque on va avoir, normalement on devrait, si on avait un 6 cylindres, on devrait avoir un angle de 120 degrés normalement du V. Ici, on a un V de 180, ce qui n'est pas l'idéal du tout, hein. Mais bon, voilà, ça marche bien. C'est typique de chez Porsche et ils ne peuvent pas ne plus mettre des 6 comme ça dans leur 911, hein. Donc dans les Cayman, dans les Boxster, on est encore avec des 4 cylindres et je ne pense pas qu'ils ont déjà osé mettre dans une 911 un 4 cylindres. Mais c'est possible, c'est possible. Chez Porsche, comme dans toutes les autres entreprises, on cherche à gagner des sous. D'ailleurs, on fait des SUV, on fait des Panamera. On veut des sous, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Alors, dernier petit point pour cette vidéo, Open Deck et Close Deck. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Open Deck, c'est ceci. Ça veut dire que, en fait, on a le liquide de refroidissement qui circule autour des cylindres, qui est carrément ici, on va dire, à l'air libre. C'est-à-dire que quand le joint de culasse va venir se déposer donc sur le plan de joint qui est ici, on va avoir le liquide qui sera directement en contact avec le joint de culasse. Donc, c'est une solution que certains utilisent. Ils disent que ça permet d'avoir un meilleur refroidissement parce qu'on a plus d'eau autour de nos cylindres. On a